Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué au patrimoine historique de la ville de Nice. Alors on connaît la promenade des Anglais, tout le monde la connaît. C'est le signe évident du lien entre Nice et le Royaume-Uni, mais il y en a d'autres de signes visibles. Ils sont nombreux à Nice. Quels sont-ils ? Ils sont multiples. On peut d'abord parler des rues, des boulevards, le boulevard Prince de Galles, le Édouard VII, Georges V, Reine Victoria. On peut parler des hôtels, évidemment, le Westminster, le West End, le Savoy, l'hôtel des Anglais, qui fut après l'hôtel Ruhl. On peut parler des commerces, le Scotch Tea House. Il y a beaucoup de lieux. Il y a l'église anglicane, il y a l'ancien hôpital anglo-américain. Il y a le cimetière anglais aussi, près de Coquade. Donc il y a beaucoup de lieux qui sont marqués encore par les Anglais. Alors effectivement, ces lieux, on peut les marquer, les voir, comme vous le dites, mais historiquement, d'où vient cette influence britannique à Nice et comment ça s'explique ? L'influence britannique à Nice, elle commence d'abord au début du XVIIIe siècle, dans une période de tension militaire forte, et les Anglais sont bienvenus à Nice, puisqu'à l'époque, Nice appartient au duché de Savoie, et de fait, ils sont alliés du duc de Savoie contre les Français. Et puis cette découverte du site à cette première moitié du XVIIIe va évoluer en deuxième moitié vers une arrivée d'hivernants qui vont donc profiter à Nice d'un bon climat, d'un climat favorable à la guérison des maladies pulmonaires notamment. Et c'est en fait la naissance à Nice du tourisme balnéaire en 1765, avec notamment Tobias Smollett, l'Écossais, qui écrit un livre qui encourage les Anglais à venir. Et cette présence anglaise s'est prolongée, en gros, avec une petite interruption durant la période révolutionnaire et pendant l'Empire, s'est prolongée jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors ça, c'est pour les liens entre Nice et le Royaume-Uni, mais il y a aussi des liens très forts entre le prince Charles lui-même et la France en général. C'est un contexte que nous rappelle Gérald de Tessier. Le prince Charles et la France, une longue histoire, c'est sa 32e visite officielle, la 7e pour Camilla. Des visites qui sont rarement passées par la Côte d'Azur, alors même que la reine Victoria affectionnait Nice. L'hôtel Regina a même été conçu pour elle. L'évocation anglaise à Nice ne s'arrête pas là, avec par exemple l'église anglicane de la rue de France, la statue de la reine assignée et bien sûr la promenade. Un riche passé que Charles et Camilla veulent honorer par leur présence, en n'oubliant pas pour autant l'actualité. L'étape niçoise du couple princier aborde les thèmes de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Dès mardi, le voyage officiel se poursuit à Lyon, puis en Grèce. Volonté encore pour Charles de resserrer les liens historiques entre pays européens. Presque un paradoxe en pleine procédure de Brexit. Voilà, alors Jean-Luc Gague, il y a eu une présence très diverse des Britanniques à Nice. Il y a eu des hommes politiques, des artistes, puis des bienfaiteurs au sens large. Oui, alors il y a eu une vie mondaine très développée à Nice avec ces Anglais durant notamment la deuxième moitié du XIXe siècle, où ils ont été très présents. Alors vous l'avez dit, des artistes, des poètes, des écrivains, des têtes couronnées, des politiques, et c'est les femmes notamment qui avaient une forte activité de bienfaisance et qui agissaient aussi bien pour les Anglais que pour les Niçois. Alors parlez-nous un petit peu de la reine, parce qu'elle a été très présente à une période bien précise, c'était de 96 à 99. Oui. Est-ce que c'est le temps fort de ces relations entre la France et le Royaume-Uni ? Et comment était-elle présente ? Oui, c'est vraiment le point d'orgue de ces relations-là, dans la mesure où la reine venait à chaque printemps. Elle est venue pendant 4 printemps consécutifs de 96. C'est ça, c'est l'hôtel Regina qui a été construit exprès pour elle. Le palace Excelsior Regina a été construit pour elle, pour qu'elle vienne. Donc elle venait au printemps, 4 à 5 semaines, et ces journées étaient faites de promenades, de découvertes des lieux. Elle s'intéressait beaucoup aux traditions niçoises aussi, puisqu'elle s'intéressait au festin des Coucourdons, elle s'était intéressée à l'activité des pénitents. Et ce qui est amusant, c'est de voir que l'agence Reuters rendait compte de son emploi du temps, de ses activités quotidiennes, et mettait en valeur, évidemment, pour tout le peuple du Royaume britannique, ce paradis qu'était le paysage niçois. C'est le début de la médiatisation. À l'époque, un dernier point, vous nous expliquez très rapidement, il y a un dernier signe de la présence britannique, c'est ce fameux coup de canon que tous les Niçois entendent chaque jour. Alors ce coup de canon, c'est Sir Thomas Coventry qui, à midi, voulait que son épouse revienne pour passer à table. Et donc, il avait passé un accord avec François Malocena, le maire de l'époque, pour que le canon puisse tonner, pour que sa femme puisse rentrer tous les jours à midi. Et le maire avait accepté, notamment parce que les Niçois, certains n'avaient pas accès aux 2 horloges communales, celle de la place Saint-François et celle de la place de l'Église, étaient donc bien contents d'avoir ce coup de canon. Et ça a tellement plu aux Niçois que lorsque ce coup de canon s'est interrompu lors du départ de Thomas Coventry, que les Niçois ont demandé son maintien, ce qui a amené le conseil communal à voter son maintien à partir de novembre 1875. Merci beaucoup Jean-Luc Gague d'avoir